Ghislaine Duménil, vous êtes l'auteur d'un livre autobiographique, d'un livre témoignage que vous venez juste de faire paraître. Oui. L'encre est toute fraîche encore, je crois. Oui, oui. Il est paru aujourd'hui ou hier. Hier. Ouais. Bon, donc vraiment c'est un nouveau bébé, il vient de naître. Aux éditions Riposte laïque, livre que vous avez intitulé, alors de manière assez amusante, vous allez voir, chers auditeurs, Mahomet au volant, la charia au tournant. Alors un titre amusant, mais nous allons voir que le contenu de votre livre l'est un peu moins. Alors Ghislaine Duménil, il y a une quinzaine d'années, vous avez été embauchée comme conductrice de bus à la RATP. Alors RATP qui veut dire Régie autonome des transports parisiens, je précise, et non religion d'amour, de tolérance et de paix. Oui, encore qu'aujourd'hui on peut, non, mais quand se poser la question. Nous parlerons de religion d'amour, de tolérance et de paix, eh bien on l'appellera par son vrai nom, l'islam, pour pas qu'il y ait de confusion. Oui. Donc RATP, Régie autonome des transports parisiens. Alors, j'imagine que au début, donc c'était au début des années 2000, hein, c'est bien ça ? 99, exactement. D'accord. Ouais. Tout se passait bien, et y compris avec vos collègues musulmans. Il y avait très peu de musulmans à l'époque quand je suis arrivée. Même avec eux, ça se passait très bien. Et donc vous êtes rentré donc à la RATP, c'est un milieu essentiellement masculin, donc on aurait pu dire au départ c'est un milieu difficile pour une femme. Oui, mais ça l'est. Ça l'est toujours. Ça l'est. Ouais. Mais les choses ont changé à partir d'un certain moment. Vous avez constaté une animosité à votre rencontre qui était due au fait que vous étiez une femme et qui venait d'une certaine partie de vos collègues. Ouais. Est-ce que vous pourriez préciser cet aspect des choses? Oui, alors les musulmans qui étaient une poignée lorsque je suis arrivée, j'ai pas, évidemment à l'époque j'avais pas compté le nombre de musulmans, mais il y avait très peu de musulmans. Ça se passait très bien, c'était convivial, cordial, amical, et même familial. La RATP c'était quand même une boîte agréable, enfin voilà. Oui, vous dites à un moment que la classe ouvrière n'a jamais été une réunion de poètes. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une famille effectivement très solidaire. On était solidaires, ouais. Et à la RATP, il y a cette atmosphère que vous décrivez au début de camaraderie et de connivence, de complicité. C'est ça, ouais. Et peu à peu, les choses se sont dégradées. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser pourquoi? Oui, alors pas tout de suite. Ça a mis, on va dire 10 ans. Ils ont, la politique de recrutement de la RATP s'est modifiée puisque ils ont instauré, ils ont mis en place le recrutement par discrimination positive. Donc il fallait recruter dans les banlieues et voilà pour donner toute leur place aux enfants d'immigrés, à la RATP, mais pas seulement, parce qu'ils ont fait la même chose à la SNCF, dans plein d'entreprises françaises. Et donc là, forcément, petit à petit, il y a eu de plus en plus de musulmans embauchés. Et en embauchant de plus en plus de musulmans, ça a modifié un certain nombre de choses dans nos rapports. Et notamment envers les femmes. D'ailleurs, ça a commencé par là. Ils ont commencé par ne plus serrer la main aux femmes. Déjà, ils se sont laissés pousser la barbe. Pas tous, une poignée toujours. Mais ça a commencé comme ça. Le démarrage, c'est ça. C'est la barbe et ensuite les marques de salut envers les femmes. En particulier envers les femmes, donc une discrimination ciblée du fait que vous étiez une femme. Que les femmes, les femmes. Ouais. Ils continuent à saluer correctement et cordialement les hommes. Même les non-musulmans, bien sûr, entre eux ils se saluaient, j'imagine, mais les non-musulmans ne faisaient pas l'objet de discrimination particulière. Non. Et donc, c'est vraiment votre qualité de femme qui vous a mise en but à certains collègues de par leur religion. C'est ça. Alors, vous avez parlé de, je sais pas si vous l'avez nommé, le fameux plan Espoir banlieue. C'est ça, oui. Plan Espoir banlieue, effectivement. Alors, discrimination positive, ça veut dire, si je ne m'abuse, discrimination positive pour certains, mais par conséquent négative pour d'autres. Pour les autres, oui. Et donc, la RATP a embauché des gens sur un critère purement ethnique et religieux, ce qui est complètement illégal.
Oui, alors il fallait que les chauffeurs de bus ressemblent à la population, à la clientèle. Alors oui, effectivement. Oui. Donc évidemment, à partir de là, les barbus sont les bienvenus. Et c'était le but. Hein. Il y avait celui-là et aussi affaiblir le système syndical. Ouais. Alors il y avait effectivement ce but désunir les travailleurs, voilà. C'était clair. Enfin voilà, donc et ça a marché, ça a très bien marché. Apparemment oui, c'est un plein succès. Ah oui, ça marche très bien. Alors je sais pas si. Et d'ailleurs il continue, il continue la discrimination politique malgré tout ce qu'on a appris par la suite, il continue et. Ouais. Et vous citez en particulier Guillaume Pépi, donc qui n'est pas de la RATP mais de la SNCF. Ouais. Donc une déclaration du 30 juillet 2008 au micro d'une radio d'État que je ne nommerai pas. Alors voilà ce que dit Monsieur Guillaume Pépi, donc PDG de la SNCF. Tout simplement parce que la SNCF est à l'image, c'est dans votre livre, hein, c'est la page 120 pour être précis, tout simplement parce que la SNCF est à l'image de ses voyageurs. Quand on est en Seine-Saint-Denis, quand on est à Argenteuil, quand on est à Villeneuve-Saint-Georges, non, excusez-moi, Villeneuve-la-Garenne, mais enfin ça va être la même chose, il faut que la SNCF ressemble aux voyageurs qu'elle transporte. Donc c'est exactement cette politique-là qui a été mise en place à la RATP. C'est ça. Il ne parle pas du voile aussi ? Il dit pas, ça ne me pose pas de problème que les femmes portent le voile. Bon, bah c'est pas grave, j'ai pas noté. Mais... Et c'est Guillaume Pépi ou bien le président de Guillaume Pépi qui disait je vois pas de problème sur ces affaires-là et il y a pas de problème à ce que des agents féminins portent le voile. Effectivement, un petit peu plus haut, il dit à propos du voile dans l'entreprise, je ne connais pas d'histoire de problème là-dessus. Voilà ce que dit Monsieur Guillaume Pépi à propos du port du voile en tant que conductrice, en tant que... Conductrice, je sais pas, mais en tout cas, peut-être agent des gares, la vente des titres de transport, des choses comme ça. D'accord. C'est comme ça ce qu'on appelle l'intégration. C'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est ça. Alors, une autre raison, je vais vous demander ce que vous en pensez. Voilà ce que vous dites au tout début de votre livre, et qui peut donner une des clés de cette politique de recrutement. La RATP emploie donc sciemment une catégorie de personnel qu'elle sait susceptible de devenir agressive si on ne lui accorde pas ce qu'elle réclame pour diminuer les agressions. Oui. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que c'est grave comme accusation. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? En fait, ils ont embauché les gens des cités qui nous agressaient allègrement et dans les années 80, ça a commencé dans les années 80, 90. Donc vous pensez qu'ils ont... Il fallait diminuer le nombre d'agressions. Le stopper, ça aurait été bien, mais en tout cas le diminuer. Donc ils se sont dit que effectivement, ils ont trouvé que c'était une bonne idée d'embaucher les agresseurs de manière à ce qu'il y ait moins d'agressés. Pour empêcher les caillassages, embauchons les caillasseurs. Voilà, c'est ça. Alors ils ont embauché ce qu'on appelait avant les grands frères. Ils ont embauché, y compris même des anciens délinquants, des anciens fraudeurs. Enfin bon, voilà. Et en s'imaginant que, donc, en les intégrant dans l'entreprise, ça allait améliorer, y compris même l'image des machinistes, dont on disait que puisqu'ils se faisaient agresser, c'est que sans doute ils étaient racistes. Voilà, de cette manière, on évitait. Et est-ce que ça a été un succès ? Est-ce que Pas du tout. Les conducteurs qui ont été embauchés sur ce critère se font moins caillasser que d'autres. Oui, si, ils font. Bon. Ils se font moins agressés. Disons que, je le dis maintenant, ils s'engueulent en arabe, donc c'est parfait. L'intégration est parfaite. Je dis. Voilà, ils se font toujours agresser. Je pense que ça va être très compliqué de mettre un terme aux agressions parce qu'elles sont tellement devenues gratuites. Et de plus en plus violentes et donc enfin ça va être et puis ces cités sont tellement des zones maintenant de non-droit que ça va devenir de plus en plus même ça changera rien. Va plus, donc on envoie finalement des agents de la RATP alors que même les policiers n'osent plus y aller. Tout à fait. Donc ça va être difficile même en les embauchant de stopper tout ça parce qu'en fin de compte ils attaquent surtout les bus, ils attaquent. C'est vrai qu'on a des collègues physiquement qui ont été agressés physiquement, parfois des coups, des crachats,
j'ai envie de dire, les insultes, c'est tellement banal qu'on relève même plus les insultes, mais oui, à un moment vous le dites. Mais ça ne diminue pas le nombre d'agressions et les caillassages continuent. Il y a même des bus qui brûlent maintenant. Enfin, ça n'a rien stoppé du tout. Simplement, par contre, ils ont importé la violence qu'il y avait dans la cité. Ils l'ont importé à la RATP. Ouais, au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise. D'accord. Donc en fait, alors est-ce que c'est pas quelque chose qui procédait d'un plan établi? Précisément pour ce que vous disiez, casser la solidarité ouvrière. Voilà, c'est ça, il y a un mélange de tout. Disons qu'on va dire que ça leur a servi de prétexte. C'était beau, enfin, ils se sont dit oui, on va tout arranger en embauchant. Et ils le pensaient vraiment, le pensaient vraiment. Vous pensez est-ce qu'ils étaient sincères? Je crois pas, je crois que ça leur a servi de prétexte. Honnêtement, ils savent très bien qui agresse qui. On sait très bien qui vit dans ces cités et qui agresse les chauffeurs de bus, quoi. Enfin, voilà. Donc ils savent. Je pense qu'ils savaient que ça n'arrangerait pas la situation des chauffeurs. En revanche, c'était un beau prétexte pour dire si vous allez voir, tout va s'arranger, tout va être beau, etc. Et on voit le résultat aujourd'hui. Alors donc, vous vous retrouvez en butte avec un certain nombre de collègues parce que femmes. Et vous n'avez pas compris tout de suite, j'imagine, puisque vous n'avez pas baigné dans votre enfance dans le monde de l'islam, bien sûr. Non. Et donc vous étiez à 100 lieues d'imaginer, vous, Française, qu'on pouvait discriminer des gens parce qu'ils étaient femmes. Ouais, j'ai été choquée au départ. Choquée. Après, on finit par s'habituer. Mais ensuite, quand ça se multiplie, vraiment, on se révolte. C'est la logique. Voilà. Oui, au début, on est surpris, enfin choqué, et ensuite, ça finit par la révolte. C'est la suite logique. Alors en particulier, vous citez ce collègue qui vous dit, mais vraiment en vous regardant droit dans les yeux, je ne serre pas la main aux femmes, ma religion me l'interdit. Bien sûr. Religion me l'interdit. Mais c'est ça qui est curieux, c'est qu'ils mettent enfin, c'était ce qui était bizarre à l'époque, parce que maintenant j'ai compris un certain nombre de choses, mais ils mettaient, ils justifiaient par la religion, et puis d'un autre côté, on vous disait que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si l'islam est d'amour et de paix et de tolérance, on peut pas discriminer les gens sur leur sexe, leur couleur de peau et que sais-je encore. Et il y avait quelque chose qui collait pas. Donc j'ai commencé à réfléchir à partir de là sur tout ce que j'entendais. Et ensuite je me suis forgé ma propre opinion là-dessus, quoi. Alors donc, selon ces musulmans appliquent finalement la charia, voilà, c'est-à-dire la loi islamique, qui donne en effet de la femme une image d'impureté. Alors là, Monsieur l'abbé, nous allons avoir besoin de vos lumières. Alors j'ai noté en particulier que selon l'imam Al-Bukhari, qui est l'auteur de nombreux hadiths, vous nous expliquiez tout à l'heure ce que c'est qu'un hadith par rapport au Coran, Mahomet a dit « Allah m'a montré l'enfer ». Et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. Ouais. Autrement dit, les femmes sont vouées au feu de l'enfer parce qu'elles sont impures par définition. Alors, c'est un hadith, mais il y en a d'autres également qui vont exactement dans le même sens. Alors, il y en a un autre qui est encore plus imagé, je veux dire, carrément poétique. Alors, voilà, nous sommes dans les contes des mille et une nuits. Écoutez bien, amis auditeurs de Radio Courtoisie. L'imam Ahmad ibn Hanbal, excusez-moi pour mon mauvais accent arabe, qui a mémorisé plus d'1 million de hadiths. Enfin, ça, c'est assez caractéristique de la pensée musulmane. On mémorise, on apprend par cœur. Rapporte en particulier celui-ci. Nous étions avec le prophète et nous vîmes une flopée de corbeaux. Il y avait parmi eux un unique corbeau dont les ailes, les pattes et le bec étaient blancs. Le prophète dit alors, les femmes entrant au paradis sont aussi rares que ce corbeau parmi ses congénères. Autrement dit, auditrice de Radio Courtoisie, vous êtes, si le prophète dit vrai, vous avez très peu de chances de rentrer au paradis. Alors attendez, il y a quand même des femmes au paradis.
Et il y en a même beaucoup. Il faut être honnête, effectivement. Les femmes sont plus nombreuses au paradis que les hommes. Et pour une bonne raison, c'est que selon l'imam Ahmad, toujours le même, le prophète a dit, pour chaque homme au paradis, 2 houris seront dans sa compagnie. Alors qu'est-ce que c'est que des houris? Eh bien, c'est des geishas, quoi, en quelque sorte. Donc arithmétiquement, effectivement, il y a au moins 2 fois plus de femmes que d'hommes au paradis, mais une grande partie, une grande majorité sert de geisha à ces messieurs. Voilà, donc voilà l'image de la femme dans le Coran. De quelque part, il vaut mieux qu'elle n'aille pas au paradis, c'est pas aux femmes. Ouais, parce que c'est pour se retrouver exactement. avec. C'est pour continuer la même vie que sur la terre. Voilà, c'est ça. Non, pitié. Alors vous retournez vous retournez vers vos syndicats en disant ils vont m'aider, ils vont essayer de me sortir d'embarras et donc vous retournez devant la CGT, devant Sud. Et vous êtes un peu déçu par leur attitude. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel type de déception vous avez essuyé? Alors, d'abord, je me retourne pas devant Sud, uniquement la CGT, parce que Sud, c'est quand même, dans mon dépôt, le syndicat communautaire qui rallie la plupart des musulmans du dépôt. Donc, comme on est à 50% à peu près de musulmans dans le dépôt, il n'était pas question que je m'adresse à Sud. Mais je m'adresse à la CGT parce que je crois que c'est le deuxième statut. Le deuxième point dans les statuts, c'est quand même la laïcité, le respect de la laïcité. Et je crois que le troisième, c'est lutter contre le sexisme. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Oui, je vais pas me tromper dans le numéro des points dans les statuts, mais bon, c'est à peu près ça, quoi. C'est très rapidement, on arrive là-dedans. C'est la lutte, c'est préserver la laïcité et lutter contre le sexisme. Donc la CGT, dans le syndicat dans lequel j'étais depuis des années, c'était normal que je m'adresse à eux, mais en même temps, il y avait quand même quelque chose qui me tracassait, c'est que je me disais quand même, ça fait des années que ça dure et jusqu'à maintenant ils ont pas réagi. Parce que pendant tout ce temps-là, moi, je pensais qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose. On n'allait pas les laisser comme ça nous traiter sans réaction. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction. Bon, il se trouve que j'avais mon travail, mes enfants, je pouvais pas non plus. J'avais pas forcément envie de rentrer à ce moment-là dans le conflit, mais bon, au bout d'un moment, quand je me suis, donc c'était en 2011-2012, je me suis rendu compte qu'il se passait rien et que ça prenait de l'ampleur. Je me suis dit bon là, on va réagir parce que. Donc oui, je me suis adressée à la CGT, mais avant, je m'étais déjà adressée à la direction locale. La direction locale aussi. Alors, vous dites que Sud est quand même relativement sous influence maintenant, si je ne m'abuse. Ah oui. Mais vous appelez FO Force Orientale. Hein. C'est le. Donc j'imagine que ça va exactement dans le même sens que Sud. C'est ça. En fait, dans chaque dépôt, il y a un syndicat communautaire. Chaque dépôt de banlieue, à peu près. Et donc, c'est la CGT qui résiste le mieux à la communautarisation. Non, on peut même pas dire ça maintenant. Non, ce qu'il faut pour qu'un syndicat communautaire se forme, il faut qu'à la tête, le secrétaire, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe, soit lui-même d'origine immigrée et de religion, et adepte de l'islam. Et c'est comme ça qu'on rallie les autres musulmans, parce qu'en se disant salam alikoum et viens mon frère et voilà, on va te défendre, etc. C'est plus facile. Et donc bien souvent ça se passe comme ça. Mais le Force Orientale, il a été, enfin Force Ouvrière a été surnommé comme ça par les autres organisations syndicales. Ah bon, d'accord, parce que ça veut dire que c'est encore pire. Mais les autres organisations syndicales dans ce centre-bus-là, qui devait être Charlesbourg, je crois, avaient bien constaté qu'il y avait une forme de communautarisme et avaient fini par l'appeler Force Orientale. FO. Alors, chers amis, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et je m'entretiens avec Ghislaine Duménil, auteur de Mahomet au volant, la charia au tournant, et nous parlons de l'islamisation à la RATP. Alors, un certain nombre de messages. Alors, je suis
Désolé, j'arrive la corde au cou parce que la semaine dernière j'ai alors je ne dirais pas zappé, ça ne se dit pas ici, mais j'ai mis de côté, j'ai occulté, voilà, le terme me paraît bien, occulté les messages, non pas volontairement, mais parce que j'ai été pris par le temps à la fin. Monsieur l'abbé est là pour affirmer témoigner que j'étais effectivement à court de temps, et donc j'ai carrément sucré vos messages. Alors donc je vais essayer de tous les lire cette fois-ci. Je ne vous dis pas que je vais y parvenir, mais je vais essayer. Alors cet auditeur nous dit: la réciprocité existe pour les femmes musulmanes envers les hommes non musulmans. Qu'est-ce que vous voulez dire, ami auditeur? Peut-être que les femmes musulmanes ne saluent pas les hommes musulmans, je sais pas. Non, je pense que peut-être qu'il veut dire que il y a peut-être un mépris constaté à l'égard des femmes musulmanes, mais à ce compte-là, il faut dire que ce mépris ou cet ostracisme dont elles prétendent souffrir, c'est elles-mêmes qui le provoquent par leur accoutrement et leur conduite. Je suis pas sûr que ce soit ce que veut dire cet auditeur. Alors bon, donc cher ami, si vous voulez préciser un petit peu votre pensée. Alors une auditrice, l'intervenante est très courageuse. Donc Ghislaine Duménil, vous êtes courageuse. Je l'ai dit au départ, mère courage. En tant que passagère des transports parisiens, j'ai constaté 2 ou 3 fois, quand je demandais des renseignements au chauffeur maghrébin, qu'il ne me répondait pas. J'ai insisté, il a fait un vague signe de tête sans ouvrir la bouche. J'ai pris ma place et j'ai constaté que l'arrêt suivant, quand une passagère posait une question, sa réaction là était la même: on ne parle pas aux femmes non voilées. On ne parle pas aux femmes non voilées. Une autre auditrice: dans les trains de banlieue SNCF, on s'est fait menacer par une bande de jeunes avec des couteaux. Je me suis vite sauvé à la station Noisy-le-Sec. Je ne connais pas la suite, ça fait longtemps que cela a commencé. Je suis contente de vous entendre car personne ne voulait me croire. Donc effectivement, il y a un déni de réalité, j'imagine. Cette auditrice: qui peut traîner la religion catholique? On peut traîner la religion catholique dans la boue, mais surtout ne rien dire sur les autres religions. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Une auditrice: nous sommes derrière le père Guy Pagès, vous avez des supporters, des supportrices, là, monsieur l'abbé. Voilà, c'est bien. Merci Seigneur. Que nous connaissons, approuvons et estimons au plus haut point. Voilà, ne rougissez pas. Vous avez alors je dirais pas un fan club, même pas un club, je n'ai pas le droit de dire club. Vous avez une association d'admirateurs, voilà, une association d'admirateurs, apparemment. Et surtout, nous le remercions. Un auditeur: je ne suis pas islamophobe, je suis islamo-prudent. Oui, pourquoi pas, on peut être islamo-prudent, mais c'est trop prudent de dire islamo-prudent ou islamo-sceptique. Ça suffira pas. Ouais, ça suffit pas, non. Voilà, je pense que le terme est peut-être inadéquat. Alors une auditrice très en colère: je suis en colère, vous faites de la publicité à Madame Badinter, vous vous réfugiez derrière elle pour critiquer l'islam. Qui a installé l'islam en France? Excellente question, amie auditrice. Je parlais de la fin des dômes tout à l'heure, donc je pense que je vous ai donné une partie de la réponse et de ce que je pense sur les questions. On a fait venir les musulmans contre la France chrétienne. Maintenant qu'ils sont en danger, ils ont peur. Voilà, et puis ce dernier message, non, écoutez, je pense que là, j'ai tout dit. Donc, vous voyez, je suis à jour de mes messages. Alors, vous vous documentez sur... alors, donc, vous contactez Ghislaine Duménil, vous contactez votre direction, et la direction est aussi prudente que les syndicats dans l'affaire. Oui, alors bon... en local, je m'adresse à eux en local, direction locale et la section syndicale CGT de mon dépôt. Dans un premier temps, parce que je voulais déjà tâter le terrain. Oui. Et il était pas fameux le terrain, parce qu'en fait ils m'ont dit que grosso modo il y avait rien à faire et qu'on allait surtout réveiller les fachos et heurter la communauté musulmane. Enfin bon, bref. Et puis que c'était pas grave, faut prendre sur toi, prendre sur soi, c'est ce qu'on faisait déjà depuis des années. Donc il y a un moment où prendre sur soi, ça va 5 minutes, mais c'est la soumission.
Oui, c'est ça, en fait. Déjà musulman. Tout à fait. Oui, c'est ça. Islam signifiant soumission. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais non, mais en fait, prendre sur soi, c'est tout à fait ça. C'est accepter, se résigner, prendre sur soi. Voilà, on devient musulman. Oudimi. Voilà. Alors, vous vous documentez quand même sur l'islam pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé, et vous rencontrez le site Riposte Laïque. Alors, naît peu à peu l'idée de recueillir des témoignages de vos collègues féminines au sujet de ce qu'elles vivent. Alors, cette idée est venue petit à petit. Vous en avez parlé à quelqu'un de Riposte Laïque qui vous a proposé de faire une vidéo. En fait, au départ, non, il n'était pas question de recueillir des témoignages. Au début, j'ai surtout voulu écrire. Bon, c'est vrai, je me suis renseignée sur Riposte Laïque et ça m'a apporté beaucoup. J'ai obtenu des réponses, des questions que je me posais, et personne était capable d'y répondre. Et les musulmans eux-mêmes n'avaient pas de réponse, en fait. Les musulmans, dont les modérés. Je voulais savoir pourquoi on serrait pas la main aux femmes, parce que et pourquoi on les regardait plus et on leur parlait plus, et pourquoi, et voilà. Et c'est la question que je posais à mes collègues musulmans, mais j'ai aussi posé des questions à d'autres, mais ils avaient toujours la même réponse. C'était bizarre. C'était ouais, mais c'est pas ça l'islam, ou alors non, mais t'inquiète pas, c'est rien, ou c'est parce qu'ils ont du respect pour toi. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Ouais. Ils ne vous répondent pas, ils ne vous serrent pas la main, ils ne vous regardent pas, mais ils ont du respect. C'est par respect, en fait. Oui. C'est par respect, mais ça collait pas non plus avec ce que je vivais, parce que je me disais, mais attends, tu respectes quelqu'un, tu te comportes pas comme ça. Le respect, c'est pas ça, c'est au contraire, c'est parler, c'est... Ah, mais c'est la différence culturelle que vous... C'est ça. C'est ça. Donc, et ensuite, une fois que j'ai écrit à Mongin directement, en lui expliquant... Monsieur Mongin, président de de l'époque. Voilà, là en fait je mettais je commençais la révolte, en fait. Pour moi, c'était clair dans ma tête. À partir du moment où j'ai écrit une lettre, il n'y avait pas de retour possible. J'allais aller jusqu'au bout. C'était ce que moi je pensais, ce que j'ai pensé dès le départ quand j'ai écrit cette lettre. On n'envoie pas un courrier à son PDG, comme ça, juste comme ça j'allais dire un mot anglais, pour s'amuser. Voilà. Pour s'amuser. Oui, je vois. Ça commence par F. Voilà, nous sommes d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette vidéo qui a été absolument essentielle dans votre vie? À un moment, vous dites, ça a bouleversé ma vie. Complètement, ouais. C'est une vidéo qui a donc été faite par quelqu'un de Riposte Laïque. Ouais. Et qui a collecté des témoignages de vos camarades féminines. Alors, parce que comment ça s'est passé? Après cette lettre, on n'a pas vraiment eu de retour. Et vous n'avez pas répondu? Si, j'ai été reçue, mais ça n'a rien donné, en fait. Par lui ou bien par un de ses sbires, un de ses collaborateurs. Un de ses collaborateurs. Et voilà, c'était la chef des ressources humaines. Ah oui, vous en parlez dans ce superbe bureau, mais en fait vous avez été reçu dans un KGB. Ça c'est autre chose. Ça c'est après. C'est après. Je confonds les deux événements. Non, là on a été reçus correctement, je dois dire. Après cette lettre, ils nous ont bien reçus, café. J'étais pas toute seule, j'étais avec une de mes collègues. Et presque aussi bien reçu qu'à Radio Courtoisie finalement. Oui, non, très bien reçus. Et puis au moins, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression qu'ils voulaient nous freiner dans nos ardeurs, quoi. Simplement, elle nous disait, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. D'abord, elle prétendait tomber des nues, dire qu'elle n'était pas au courant. Et vous l'avez cru? À moitié. J'avais un petit espoir, mais j'y croyais. Si, il y avait une part d'espoir quand même, parce que je me disais quand même, ils me reçoivent, c'est qu'ils ont entendu le message, peut-être qu'ils sont pas au courant. Bon, ensuite, la suite m'apprendra qu'en fait ils sont parfaitement au courant, mais sur le moment, j'y crois, quoi. Enfin, j'ai envie d'y croire. Et donc, mais ensuite cette vidéo, elle vient parce que la vidéo a mis le feu aux poudres. Mais oui, et elle arrive parce qu'en fin de compte, il s'est rien passé. Ce qu'on avait demandé, on leur avait demandé qu'ils donnent la parole aux femmes, à l'ensemble des femmes machinistes qui représentent à peu près 10% sur l'ensemble des dépôts. Et il y a rien, quoi. Il se passe rien. Nous, on voulait que ce soit quantifié, on voulait que ce soit noté quelque part, on voulait qu'il y ait une trace. Et bon, ils l'ont pas fait, se disant que
ça leur coûtait trop cher. Donc, on a compris qu'on n'était pas une priorité. Ils s'étaient engagés de faire cette consultation avant la fin de l'année. On était au mois de novembre. On s'est dit, écoutez les filles, on se réunit et on voit ce qu'on fait. Parce qu'il faut aller au-delà maintenant. On a fait une lettre, c'est bien. Maintenant, faut aller au-delà. Et on s'est réunis donc chez moi. Et j'avais effectivement invité donc Guy Sauvage et je lui avais dit écoute, éventuellement peut-être qu'elle serait d'accord pour qu'on fasse une vidéo, parce que peut-être à ce moment-là je savais pas, et puis bien sûr il n'était pas question d'enregistrer quoi que ce soit si elle n'était pas d'accord. Il se trouve qu'elles ont été d'accord. On l'a fait de manière anonyme. Oui, donc visage éventuellement flouté, voilà, sinon on filmait vos pieds. On voyait les pieds. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, on a témoigné. C'était bien quand même. Et donc vous dites que il y a eu 10 minutes à peu près de vidéo. Il y a à peine, je crois 6 minutes. 6 minutes, mais pour 1h30 d'enregistrement. En réalité, il y a 1h30, ouais. Et donc vous avez sélectionné les passages les plus caractéristiques. Ça, j'ai laissé Guy Sauvage le faire. Oui, bien sûr, et c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a tout fait, et donc oui, il a monté ce qui lui semblait le plus important dans tout ce qu'on avait dit. Représentatif dans ce qui a été dit. Et donc vous avez même été obligé de calmer l'ardeur de certaines filles qui allaient. Disons qu'il a fait des choix dont il a peut-être non pas censuré, mais atténué certains propos. Il fallait éviter quand même les problèmes. Sous le coup de la loi, j'imagine, bien sûr. D'accord. Et donc cette vidéo a été très mal reçue par vos collègues masculins musulmans. Et c'est à ce moment-là que votre vie est devenue un enfer. Un enfer. Voilà. Alors racontez-nous ça. Donc la vidéo est sortie. Ça a été très très rapide. Les réactions ont été très rapides. Alors vous avez en particulier reproché le fait qu'elle sortait sur un site facho, réac, néo-nazi. Ouais, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. La direction craint comme réveiller les fachos. La récupération par l'extrême droite et donc là on vous a catalogué précisément d'extrême droite. Oui, Marine Le Pen aussi. On m'a appelé Marine Le Pen. Pourtant physiquement vous lui ressemblez pas vraiment. Pas vous du êtes tout. brune. Vous avez les cheveux courts. Non, mais voilà, je tenais des propos qui, paraît-il, étaient les mêmes que Marine Le Pen, donc voilà. Et alors que dans cette vidéo, je dis des choses, mais rien du tout. Enfin, je voyais pas trop dans le rapprochement avec Marine Le Pen, je voyais pas trop ce que j'avais pu dire. Simplement ce que je disais. C'est un argument diabolisant, tout simplement. Voilà, c'est ça. De même que plus tard, ils ont dit que ce qu'on avait fait, c'était en fait les heures les plus sombres, enfin c'était ça sortait des heures on nous a traité de Vichy, les heures les plus sombres de notre histoire. Vous vous rendez compte, monsieur Mongin, vous pouvez pas laisser faire ça, il faut sanctionner, enfin bon bref. Et bon voilà, et non mais c'est ce qui a été surtout violent encore à la rigueur, si on avait pu se parler, qui disent que je suis Marine Le Pen, ça m'aurait pas trop dérangé. Le problème c'est que ça a été extrêmement violent. Mais violent, c'est ça le problème. Verbalement et peut-être aussi, verbalement, mais on a eu aussi quelques collègues qui ont été acculés dans des coins, entourés de personnes. C'était très violent. Femmes qui ont été reconnues parce qu'on a les voix, essentiellement les voix. Moi, paraît-il qu'on a reconnu mes chaussures. Enfin bon, bref. De toute façon, moi, je m'en moquais qu'on m'ait Oui, parce que reconnu. Honnêtement, c'était pas. Je m'en moquais. Vous avez été dans l'histoire Mère Courage et vous l'êtes toujours, c'est-à-dire que vous assumez parfaitement vos. Complètement. J'ai toujours assumé et je suis restée sur la même ligne. Alors que certaines des autres collègues malheureusement se sont rétractées, même carrément vous ont accusé. D'avoir manipulé. Voilà, et alors là, il y a une grosse surprise en ce qui vous concerne, c'est que les musulmans que vous considérez comme modérés ont été les plus violents à votre encontre. C'est ça. Alors, comment expliquer ça ?
Disons que les barbus, appelons-les comme ça. C'est les musulmans. C'était ceux qui ne serraient pas la main. Les musulmans les plus intégrés. Oui, alors il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas barbus et qui serraient pas la main aux femmes aussi, mais quand même l'essentiel étant les barbus. Les barbus ne réagissaient pas à cette vidéo. C'était comme s'ils n'étaient pas concernés en fait. Ils s'en fichaient. De toute façon, ils savaient bien que ce qu'ils faisaient. Enfin. Ils considéraient pas que c'était mal, mais ils savaient bien que nous, on le vivait mal. Ils le voyaient, et puis ça les dérangeait pas qu'on le vive mal. C'était pas. En revanche, les musulmans dont on dit qu'ils sont modérés, et c'est là où j'ai été très surprise, exprimaient vraiment. Ils disaient au départ, il y a plusieurs mois auparavant, que c'était pas l'islam, et là, tout à coup, il fallait pas critiquer l'islam. Donc j'ai été quand même assez surprise. Sur le coup, je m'attendais pas à ça. Je pensais quand même que que l'essentiel des musulmans était émancipé et qu'ils souhaitaient le rester et que ils considéraient la femme comme leur égale et que ils supportaient pas qu'on les discrimine. Enfin, c'était vraiment ce que je pensais, quoi. Même si par ailleurs j'avais lu d'autres choses aussi, notamment sur le site Riposte Laïque, mais quand même, c'était vraiment. Peut-être ce que j'espérais et qu'en fin de compte, j'ai été très déçue. Alors, chez Scène du Ménil, on peut voir cette vidéo sur le site de Riposte Laïque. Oui. C'est bien ça. Oui. On tape vidéo RATP, peut-être, je sais pas. Oui, ou scandale, je crois. Scandale RATP, bon, vous avez trouvé. RATP, oui. Très bien. Alors, la RATP a édité un guide pratique de la neutralité de la laïcité, ça s'appelle comme ça. Mais alors bon, ça c'est vraiment le bal des tartuffes parce que dans ce guide, eh bien la direction de la RATP réussit l'exploit de ne jamais évoquer l'islam. Oui, on n'évoque pas le mot islam n'est jamais évoqué, ni directement, ni par l'intermédiaire de fêtes religieuses comme la. Je crois qu'il y a juste un moment donné où ils disent. Vis-à-vis de la tenue, il parle de voile, du port du voile. C'est la seule. Donc c'est à peu près la seule allusion à l'islam. En revanche, tenez-vous bien, amis auditeurs, ce guide pratique de la neutralité et de la laïcité cite les témoins de Jéhovah et les Raéliens. Ouais. Alors, j'ai pas de sympathie particulière pour les témoins de Jéhovah et les Raéliens, mais enfin, on peut pas dire quand même que ça soit eux qui posent problème. Non, pas du tout. Ni eux, ni les cathos, ni les juifs, d'ailleurs. Oui, d'accord. On sait très bien qui pose problème à la RATP. On sait très bien, mais le guide ne le dit pas. Non. Et il le laisse deviner simplement à travers un mot, à savoir le mot voile. Oui, c'est ça. Alors ça me rappelle le sieur Mélenchon qui déclare, il l'a déclaré plusieurs fois, n'avoir aucun problème avec l'islam. Et sa bête noire, figurez-vous, c'est le... Front National. Non. Catholicisme ? Non. C'est le Dalai Lama. Mais oui, écoutez, enfin, la menace tibétaine sur l'Europe est absolument effroyable. Enfin, vous ne vous rendez pas compte. Non, c'est vrai que ça m'a échappé, en fait. Non, le véritable danger, c'est le Dalai Lama. Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Alors, Ghislaine Duménil, vous n'êtes qu'une femme, après tout. Qu'est-ce que vous pesez par rapport au tramway de Casablanca, au métro en Algérie et au contrat en Arabie Saoudite et au Qatar? Dites-moi tout. Je pensais que les droits de l'homme passaient quand même avant, c'est ce que je pensais. Oui, c'est ce que vous pensez. Vous le pensez toujours? Mais manifestement, non. Non, d'accord. C'est clair, et encore moins le droit des femmes, visiblement. Donc oui, ça passe avant. Il y a des millions et des millions de dollars en jeu, de dollars ou d'euros en jeu. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi, disons il y a le politiquement correct. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est les intégrer. Enfin, on dit qu'il faut les intégrer. Donc c'est bien, ça c'est bien. Ce qui est mal, c'est que toi, en tant que femme, tu n'acceptes pas. C'est toi qui enfreint les droits de l'homme quelque part. C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Enfin, c'est ce que pensent nos dirigeants, malheureusement. Ouais. Ceux qui portent atteinte aux droits de l'homme, c'est celles et ceux qui veulent qu'on respecte leur dignité, quoi. C'est ça qui est terrible.
Alors vous mettez en évidence dans votre livre ce qu'on peut appeler l'islamisation, mais peut-être plus spécialement la chariatisation de la régie autonome des transports parisiens, la RATP. Alors je cite quelques-unes des marques d'avancée de la charia: ablution, douchette, gobelets. Il faudrait que vous nous expliquiez en quoi ces gobelets sont importants. Les prières faites dans les salles de repos communes, parfois dans les bus eux-mêmes, devant les clients. Salam alaikum. Alors là, le cochon ne dit rien, ce n'est pas un mot anglais. Salam alaikum à la cantonade, auquel répondent les autres alaikum salam, devant les clients éventuellement. Fermeture. Alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça, c'est fermeture d'une salle de repos. Pour une bonne raison, c'est que cette salle de repos avait été occupée par les musulmans comme salle de prière. Et la RATP n'a pas eu le courage de dire non, ce n'est pas une salle de prière, mais une salle de repos. Donc, elle a fait fermer la salle de repos, tout simplement. Ça, c'est extraordinaire. Elle ferme des locaux techniques, elle ferme des... Plutôt que d'avoir le courage de prendre la décision d'interdire ce type d'activité là où elles n'ont pas lieu d'être. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'elle mette le problème... Après tout, ça la regarde, mais faudrait qu'elle mette des agents qui seraient là pour surveiller les musulmans. Enfin, j'en sais rien, mais ça devient n'importe quoi. Oui, mais alors des non-musulmans qui surveillent les musulmans, on n'est pas dans le vivre ensemble, là. Ah non, et puis ils seraient tout de suite soupçonnés de racisme. Voilà, mais combien de, il y a eu des tentatives de sanctions, des chefs de ligne, des petits chefs, des petites hiérarchies qui tentaient d'alerter, les petits chefs qui voulaient alerter la direction, qu'on signalait, et puis en fin de compte, qui se sont retrouvés finalement, c'était eux qui avaient tort, quoi. À la finale, c'est eux qui ont tort, quoi. Ouais, mais enfin bon, et c'est l'autre qui a raison, où il donnait des excuses bidons. Il y en a un qui dit qu'il faisait ses pompes, enfin. Oui. Et à la finale, l'autorité du chef de faire sa prière, il a dit non, je faisais pas ma prière, je faisais mes pompes. Et l'autorité du chef, finalement, qui est assermenté, n'a pas tenu, quoi. Enfin, c'est lui qui a été. Mais vous dites également que lorsque certains contrôleurs font du zèle en réclamant les billets et qu'ils se font agresser, on leur fait comprendre qu'ils vont trop loin, qu'ils n'ont pas à demander les billets. Mais vous rendez, en fait, lorsqu'il y a un contrôle de tickets qui dégénère, c'est un camion de policiers, un camion de pompiers, un camion de police municipale. Enfin bon, ils sont obligés de. Enfin, il y a tellement ça coûte cher, quoi. Ça finit par coûter très cher pour un ticket à 2 €. Donc, voilà. Donc c'est un calcul financier, quoi. Je pense que donc tant pis. Alors ceux qui payent pas, ils payent pas. Mais il y a toujours des contrôles, hein. Moi, j'ai vu des mamies se faire contrôler. Là, il y a pas de problème. Je pense que le Dalai Lama se ferait contrôler s'il venait à Paris. Les mamies, les papis, il y a pas de problème. Même des jeunes blonds, il y a pas de problème. Là où ils commencent à flipper, c'est quand ils arrivent dans une cité et que là on voit le groupe de jeunes, je mets des guillemets. Oui, on comprend tout à fait. Voilà. Alors, Ghislaine, le temps passe très vite et Monsieur l'abbé commence à me regarder avec des yeux sévères. Donc là, nous allons être obligés d'accélérer. J'aimerais quand même vous entendre sur un point absolument essentiel, c'est le Ramadan. Oui. L'entreprise de service public, garante de la laïcité, accepte de chambouler l'organisation des dépôts à ce moment-là. Oui. Et la notion d'hygiène de vie en prend quand même un sacré coup, puisque il y a un règlement à l'intérieur de la régie qui oblige les conductrices, les conducteurs à adapter une saine hygiène de vie. Donc on leur demande de s'hydrater correctement, de se nourrir correctement et de bien dormir, autrement dit tout le contraire de ce qui se passe pendant le Ramadan. C'est ça, complètement. Alors en particulier donc les conducteurs qui observent le Ramadan jeûnent pendant une grande partie du temps, ne s'hydratent pas non plus, ils n'ont pas le droit de boire, donc quelquefois en pleine chaleur.
et on leur fait conduire des engins de plusieurs dizaines de tonnes qui ont des longueurs, je crois qu'un 18 mètres. Le mien avait voilà, 18 mètres. Un articulé, hein, c'est bien ça. C'est-à-dire c'est pas vraiment des trottinettes, quoi. Non, voilà, pas vraiment. C'est ça. Donc on leur demande de conduire des engins pareils en étant en situation de faiblesse physique. C'est ça. En plus de ça, il faut quand même savoir, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je pense que vous êtes au courant que le ramadan, c'est pas vraiment le carême catholique. C'est-à-dire que dès la tombée le coucher du soleil, c'est la nouba généralisée jusqu'au matin. Donc il y a un problème non seulement d'hydratation de sommeil, et de nourriture pendant la journée, mais il y a un problème de sommeil également. Le sommeil. Donc on demande à ces gens-là de conduire des engins de plusieurs dizaines de tonnes et de transporter des gens. Juste pour faire court, en fait, on demande aux chauffeurs une bonne hygiène de vie pour qu'ils mettent tout en œuvre pour éviter les accidents. Enfin, c'est le but. Ce qui paraît quand même. C'est essentiel. On est des professionnels. Mettre toutes les chances de son côté pour éviter l'accident. Être toujours concentré, vigilant. D'ailleurs, je crois que c'est encore écrit, ne pas parler aux chauffeurs. Enfin, je veux dire, c'est évident. Oui, en effet. Voilà. Mais pendant cette période, il est autorisé de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas dormir, c'est tout ça est autorisé. Et donc, c'est un scandale en soi, puisque la sécurité des voyageurs, des usagers de la route. Je relève dans le code pénal les articles 223.1 et 223.2 sur la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Alors voilà ce que dit le site Wikipédia. Pour que le délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui soit constitué, le ministère public doit apporter 4 types de preuves cumulatives. Cumulatives, c'est-à-dire qu'on doit avoir les 4 à la fois. Primo, existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est avéré. Le règlement à la RATP, dit qu'il faut s'hydrater, dormir et avoir une bonne hygiène de vie. Donc les choses sont claires. Ouais. Deuxième point, violation manifestement délibérée de cette obligation. Là, le ramadan, c'est une violation claire de cette obligation de saine hygiène de vie. Troisièmement, exposition directe d'autrui. Oui, vous conduisez un bus, c'est clair que vous exposez directement autrui. Et quatrième point, existence pour autrui d'un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Quand vous conduisez un bus et que vous renversez une petite grand-mère sur un passage du piéton parce que vous ne l'avez pas vu par inadvertance, parce que vous étiez en train de vous endormir, je pense que là, le risque est avéré. Donc, est-ce que vous pensez, Ghislaine Duménil, qu'un jour, le ministère public va demander des comptes à la RATP, d'après vous ? Sur la base de l'article 222, 223.1 et 223.2. Il faudrait qu'il le fasse, mais... Mise en danger délibérée de la vie d'autrui. C'est quand même grave. Il faudrait qu'il le fasse, mais je vois pas tellement comment il ferait. Maintenant, il serait bien embêté parce que il y a 50% de mon dépôt qui est musulman, 50% qui font le ramadan. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la ligne alors. On ferme le dépôt. On ferme le dépôt. Ou on ferme quelques lignes. Ou qui va remplacer ces 50% de chauffeurs de bus? Ou alors ce qu'on peut faire, c'est embaucher des intérimaires non musulmans. Ah oui, mais alors là, il faut s'accrocher pour en trouver parce puis on tombe sur le coup de la loi pour discrimination à l'embauche. Oui. Donc c'est sûr. Non, je vois pas comment. Ça devient malheureusement, j'ai l'impression qu'on va vers une banalisation et je pense qu'il va y avoir des accidents. Et je pense que on va banaliser de la même manière qu'on a banalisé le sexisme, etc. Peut-être, je sais pas, au moment de l'embauche, signer une charte par laquelle on s'engage à respecter. Non, mais c'est déjà dans le contrat. Et à ce moment-là, si on respecte pas ça, on va en prison. Je sais pas c'est déjà dans le contrat. La laïcité, parce qu'on peut dire que c'est directement lié à la laïcité, puisque c'est une pratique religieuse. Ils sont censés respecter déjà sur ce point, et puis ensuite l'hygiène de vie. C'est pas respecté, tout le monde le sait. Alors ils se cachent là derrière. Je sais plus ce qu'ils ont répondu à une question déléguée du personnel. La RATP dit oui, mais si vous voyez un machiniste qui n'a pas l'air en forme, surtout vous le sortez, vous l'empêchez de conduire. Mais on sait très bien que ça se passe pas comme ça.
qui conduisent dans des conditions terribles. En particulier, donc à la page 193, très précisément de votre livre, vous relatez le fameux Ryan, mais le prénom a été changé. Oui. Et c'est peut-être Mohamed ou Abdou, je sais pas, éventuellement, ou Siegfried peut-être, sait-on jamais. Qui percute une voiture et tue un passager en étant dans un état de second du Ramadan. Il téléphonait. Il téléphonait, d'accord. Enfin, il envoyait des textos avec son téléphone portable. Voilà. Et il a eu je ne sais combien de retraits de points. Il a eu un retrait de permis plusieurs mois avant. Il a eu, c'était un gars. Franchement, on se demande ce qu'il foutait à la RATP, quoi. Et puis il a fini par tuer quelqu'un. Avec son bus, voilà. D'accord. Donc effectivement, ce type d'accident existe et peut exister parce que il y a un manque de vigilance dû à une hygiène de vie inadéquate. Et au regard du règlement aussi, qui n'est pas appliqué, qui n'est pas. Voilà. Alors écoutez, le temps passe très vite, donc je vais peut-être une dernière chose, Monsieur l'abbé, j'ai votre aval. Je relève à la page 203 de votre livre ce propos d'un certain Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Ouvrez les guillemets, l'islam est en train de remplacer la CGT comme soutien des salariés musulmans dans leurs revendications contre la hiérarchie. Et il continue, l'islam radical est une nouvelle menace qui doit être assimilée à un risque sectaire davantage que contestataire. Ce monsieur va très loin. Bon, il écrit ça en septembre 2005. Est-ce qu'il pourrait encore écrire ça maintenant? Mais je pense que là, il faudrait que je le rencontre. Je vais lui en raconter d'autres s'il veut. Mais oui, bien sûr. Là, ça ne fait que s'aggraver. Donc là, sur le communautarisme syndical, ce qui se passe à la RATP et dans d'autres entreprises est flagrant. Vous évoquez les fichiers S de la RATP. Et donc, vous avez eu un collègue qui s'appelait, parce qu'il est mort, le pauvre, qui s'appelait Sami Amimour. Il a terminé sa vie glorieusement en se faisant sauter, je crois, au Stade de France, c'est bien ça, non? Non, il était au Bataclan. Il était au Bataclan, d'accord. Et il a tué d'ailleurs un de nos collègues, ça, Emmanuel Bonnet. Ouais. La RATP a été doublement atteinte par ce drame, donc un assassin et une victime le même jour. Ouais. Voilà. Des musulmans qui travaillent. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de fichiers S qui travaillent à la SNCF? Alors là, j'ai pas d'infos là-dessus, mais ce qui se dit, c'est que c'est l'entreprise où il y en a plus. Le plus. Bon, c'est très inquiétant. La SNCF, je sais pas, la RATP. Par rapport à effectivement ce qui se passe à Orly, où on a. À Orly aussi. Non, mais quand même, on est dans les transports. On charrie des millions et des millions de voyageurs par jour. C'est quand même énorme qu'il y ait des fichiers S dans nos services, quoi. Alors, Ghislaine Duménil, Duménil. Ah, je m'y ferai jamais, excusez-moi. Mais quelle idée de mettre un alpha aussi, franchement, écoutez. Chapitre 4, je saute, comme vous voyez, la France multiculturelle qu'ils veulent nous imposer. Alors, j'ai envie de vous poser la question, qui ça, il? Gros soupir. Oui, parce qu'il y a tellement de forces qui s'y mêlent, je pense à l'Europe, à la mondialisation, aux grands groupes. Voilà, la France, elle était belle, elle était unie, et ils ont réussi quand même un truc énorme, quoi. C'est-à-dire à tout casser, quoi. Jusque dans la moindre entreprise, dans nos banlieues que j'ai bien connues, puisque j'y ai grandi. Ils ont cassé effectivement la solidarité. Ils ont tout cassé, hein. Ouvrière, mais on peut pas dire que ça soit au bénéfice des usagers. Pas du tout. Regardez, je lis ce que vous écrivez à la page 179, vous rapportez. Alors peut-être que vous allez reconnaître ce texte. Je cite, dans certains centres, il y a plus de 90% des nouveaux qui ont moins de 28 ans qui sont
issus des quartiers sensibles, bon, le langage langue de bois évidemment, et des milieux défavorisés. En fait, milieux défavorisés, ça veut rien dire, parce que les gens sont beaucoup plus défavorisés dans le Cantal et en Ardèche que dans nos banlieues dites précisément défavorisées par le langage à la mode. Avant, les jeunes étaient pris, donc c'est ce monsieur qui continue, avant les jeunes étaient pris en charge par les anciens, mais aujourd'hui, l'effet masse fait qu'on ne peut plus les intégrer à nos valeurs. Comme par exemple, alors écoutez bien mes auditeurs, comme par exemple la ponctualité, le respect de la hiérarchie, la tenue, le téléphone portable, autrement dit, des choses qui sont absolument élémentaires selon notre culture naturelle de Français, ne sont absolument plus respectées. La ponctualité, on a fait une croix dessus. Même chose pour le respect de la hiérarchie, la tenue, le téléphone portable. Pourtant, vous avez vu effectivement que ça avait été la cause d'un accident grave, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a, à mon avis, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Ouais. Donc, on peut pas dire que le fait d'avoir cassé cette entreprise, casser la solidarité syndicale peut-être ou non, ça a tout détérioré. Ça a tout détérioré, y compris le service rendu aux usagers. C'est bien ça. Bah oui, il y a plus. Enfin, faut dire que maintenant on n'est plus. Enfin, ce ne sont plus des usagers mais des clients. Oui, on est clients. Voilà, le bastion ouvrier n'est plus. Maintenant, c'est un groupe. C'est un groupe, on est là pour faire il faut qu'on soit rentable, faut de la rentabilité. Oui, parce que je vois par exemple que les bus Mercedes remplacent les Renault. Et il y a plus d'industrie non plus pour fabriquer du Renault. Voilà, donc on va bientôt vous aurez des bus écolos au gaz, je ne sais quoi, à l'électricité qui viendront de Chine parce que sur place, on n'a pas les moyens de fabriquer des bus pareils. Et vous citez même également vos uniformes maintenant sont fabriqués au Maghreb. Au Maghreb, ouais. Au Maghreb. Ouais. Donc en effet, Tunisie, Maroc, voilà, je sais plus. Alors, Ghislaine Duménil, dernière question avant que nous passions à Monsieur l'abbé qui piaffe d'impatience. Restez, Monsieur l'abbé, je vous en prie, ne revenez pas en troisième semaine. Quoi. Je vous prends au mot. Ghislaine, des raisons d'espérer. Oh bah oui. Oui, alors allez-y, laissez espérer nos auditeurs. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ah oui, d'accord, mais il faut qui est très porteur d'espoir, il faut qu'on fasse pression sur qu'on continue à s'exprimer le plus possible, y compris dans les termes qui plaisent pas. Tant pis pour eux. Oui, tant pis si ça leur plaît pas. Madame Badinter nous a autorisé. Voilà, maintenant on est autorisé. Madame Badinter, qui n'est pas n'importe qui, nous sommes d'accord, et qui est en plus de la bonne communauté, donc tout va bien. Voilà, c'est ça. Parfait. Eh bien, Ghislaine Duménil, merci. Je pense que ça aura éclairé nos auditeurs. Merci à vous, j'espère bien, oui. Vous pouvez intervenir, évidemment, dans du conversation. Non, je vais le laisser, il a beaucoup de temps. Oui, vous pouvez.